Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Myriam Leclerc. Je suis docteur en sciences et vie de la santé, enseignante et directrice pédagogique de l'IFMK de Nice. Je suis très contente d'être ici. Je remercie aussi les organisateurs qui ont organisé ce congrès dans cette belle ville de Saint-Étienne. Je suis absolument pas cynique puisque je suis née ici, j'ai grandi ici et j'ai eu la belle surprise de me retrouver ici même où j'étais au lycée, puisque c'était le lycée Sévigné quand j'étais beaucoup plus jeune et j'avais pas du tout imaginé me retrouver là. Donc c'est vrai que je suis assez émue d'être ici. Ça fait beaucoup de Madeleine de Proust à emmagasiner, donc j'espère que je vais pas trop m'étouffer en vous présentant mon travail. Moi, je vais vous présenter une recherche que j'ai réalisée autour de l'enseignement de la pratique collaborative interprofessionnelle en sciences de la santé. Et plus particulièrement sur la formation initiale en sciences de la santé au service de la collaboration interprofessionnelle et notamment pour optimiser les soins. Comme vous le savez, puisqu'on en parle beaucoup, la prestation de soins en santé gagne en complexité. Or, la littérature dit une chose, c'est que pour justement aider à combler ces besoins complexes en matière de santé, la collaboration interprofessionnelle est extrêmement utile. La littérature l'exprime extrêmement bien. Et de la même manière que la collaboration interprofessionnelle peut vraiment contribuer à obtenir de meilleurs résultats en santé. Donc, on a tout intérêt à collaborer. Donc, il faudrait penser véritablement de nouveaux modèles en santé et de nouvelles modalités de formation des professionnels de soins par l'approche de la collaboration interprofessionnelle. Mais bien entendu, pour qu'on puisse aboutir à ce vœu pieux, il faut que les professionnels de santé soient formés à la collaboration interprofessionnelle dès la formation initiale. Alors actuellement, le Programme national pour la sécurité des patients y souscrit puisqu'il veut mettre en œuvre des formations au métier de la santé décloisonnées qui doit faire donc une part à des modules interprofessionnels. A priori, politiquement, on s'engage dans cette voie. Sauf que la formation des étudiants en santé est actuellement en silo disciplinaire. Donc finalement, ici, il y a une espèce de paradoxe qui existe. Et pourtant, depuis 2010, l'OMS a mis l'éducation interprofessionnelle comme quelque chose d'obligatoire dans tous les programmes de formation. Alors, on ne le sait pas forcément, mais normalement, c'est obligatoire dans tous les programmes de formation des professionnels de la santé. Certaines universités ont développé des référentiels de compétences collaboratives interprofessionnelles. Ces référentiels n'existent pas en France. La question, c'est est-ce qu'on arrive à développer chez nos étudiants des compétences collaboratives interprofessionnelles alors que les référentiels n'existent pas, ou alors on évoque dans les référentiels cette collaboration, mais c'est très transversal aux unités d'enseignement. C'est à partir de là que j'ai commencé à travailler. J'ai réalisé une recherche mixte, comme ça je réconcilie les uns et les autres. Il s'agit donc d'appréhender l'apprentissage des métiers en santé sous l'angle de l'interprofessionnalité. Et la question générale que je me suis posée, c'est donc en quoi l'utilisation pédagogique de la simulation pluriprofessionnelle permet-elle donc le développement d'une culture commune de l'interprofessionnalité chez les étudiants en santé. C'est vraiment le thème général de mon travail. Je ne vais pas vous reprendre la définition de la collaboration interprofessionnelle. Elle est très en tout cas, il y a beaucoup de définitions. J'ai choisi celle de l'OMS. Il n'empêche que j'ai un cadre théorique pour une première partie de mon travail qui est donc une recherche exploratoire quantitative. Donc un cadre théorique extrêmement riche, mais qui repose principalement sur des données canadiennes, puisque en France, il n'y a à peu près rien. Je suis partie du modèle de Danielle Damour, qui est donc une chercheuse infirmière canadienne, qui a développé la notion de collaboration interprofessionnelle par l'approche sociologique de l'analyse stratégique de Crozier et Friedberg. Et à partir de ces travaux, elle a mis en œuvre avec son équipe un modèle de formation interprofessionnelle pour une pratique en collaboration centrée sur le patient. Ces travaux ont permis la mise en évidence de l'interdépendance entre formation interprofessionnelle et pratique collaborative, la mise en évidence aussi des facteurs d'interaction, des facteurs organisationnels, des facteurs systémiques qui affectent les opportunités d'apprentissage des professionnels de santé à devenir des collaborateurs compétents, mais aussi des facteurs micro, méso et macro qui affectent les résultats de santé qui découlent de la pratique de collaboration.
Donc, voici ces différents facteurs. Je ne vais pas tous les reprendre parce que c'est assez long et je sais qu'on a fait perdre un petit peu de temps avec mon collègue niçois. Donc, en tout cas, on peut retrouver ici l'ensemble des facteurs qui impactent la collaboration interprofessionnelle chez les étudiants, d'une part, mais aussi chez les professionnels de santé. Notre cadre théorique repose aussi sur le continuum des pratiques de collaboration interprofessionnelle en santé et services sociaux, qui a été là aussi développé par une équipe canadienne et qui repose sur 4 axes. La situation, donc, qui va de la plus simple à la plus complexe. L'intention, où il s'agit dans un premier temps d'informer pour aller jusqu'au partage des décisions et des actions en lien évidemment avec un objectif commun. Donc de la pratique indépendante à la pratique de soins et de services partagés. Et enfin, les savoirs disciplinaires qui vont de l'unidisciplinarité à l'interdisciplinarité, ce qui nous a vraiment permis de faire le choix de ce vocable-là. Parce que là aussi, il y a beaucoup de vocabulaire autour de ça. Et puis enfin, pour finir finalement ce cadre théorique qui est extrêmement riche, j'ai travaillé autour du référentiel de compétences collaboratives interprofessionnelles canadien. Il faut savoir qu'il a été décliné dans beaucoup de pays anglo-saxons. La Suisse a même son propre référentiel, mais en France, on n'a toujours pas de référentiel des compétences collaboratives interprofessionnelles. Donc j'ai retenu comme compétence le travail d'équipe, la clarification des rôles et des responsabilités, la communication interprofessionnelle, le leadership collaboratif, la planification, coordination, mise en œuvre et suivi des soins. Donc en fait, il s'agit des projets de soins dans lesquels j'ai associé l'éducation thérapeutique et l'éthique clinique. Et tous ces éléments du cadre théorique, donc extrêmement riches, ont supporté la construction de la méthodologie de mon travail, caractérisée donc par un questionnaire différentiel théorisé. Donc c'est comme ça que j'ai réalisé mon travail. Donc l'objectif de cette étude exploratoire quantitative était d'explorer le développement des compétences collaboratives interprofessionnelles d'étudiants en soins infirmiers en fin de formation initiale, afin d'objectiver leur expérience de cette collaboration pendant la formation initiale. Donc j'ai posé une hypothèse, à savoir le genre, l'âge, les diplômes, les parcours de stage, le sentiment de compétence, les expériences d'apprentissage partagées en formation initiale, mais aussi l'importance accordée à la collaboration interprofessionnelle par les étudiants eux-mêmes, influencent le développement de leurs compétences collaboratives interprofessionnelles. Alors mon protocole était le suivant, donc j'ai sollicité via des questionnaires des étudiants en soins infirmiers en fin de 3e année. J'ai recueilli mes données entre le 2 juillet et 20 août 2020. J'ai donc envoyé le lien du questionnaire à 245 instituts de formation en soins infirmiers. J'ai donc traité mes données par test d'indépendance Ki2 via le logiciel Stata et les résultats retenus correspondent donc à un risque P inférieur à 5%. Je ne vais pas reprendre Canguilhem, etc., pour le P, voilà. Donc du coup, j'ai récupéré 723 questionnaires, soit 38% de retour, et les résultats ont été extrêmement intéressants et m'ont permis justement de poursuivre ma recherche. En fait, ce que cette étude a montré, c'est que les étudiants en reprise d'études de plus de 30 ans, ceux qui étaient titulaires d'un master, mais aussi ceux qui étaient les moins diplômés, qui étaient caractérisés par les aides-soignantes, eh bien, c'était la population qui avait le plus développé des compétences collaboratives interprofessionnelles. À savoir seulement 20% de la population. Donc, ce qui est extrêmement faible, puisque la vocation d'une formation, c'est quand même de permettre à un maximum d'étudiants de développer leurs compétences. Ce qu'a montré aussi les résultats, c'est que les stages en psychiatrie, en santé mentale, en soins de suite et réadaptation, mais aussi sur les lieux de vie, le partage d'activités de recherche scientifique et d'apprentissage de techniques de soins avec d'autres paramédicaux pendant la formation initiale favorisait le développement de ces fameuses compétences collaboratives interprofessionnelles. Donc nous nous sommes interrogés puisque finalement c'est presque un échec de la formation initiale au regard des compétences collaboratives interprofessionnelles qui sont finalement assez peu visibles par les formateurs. Je vous dis, oui, elles existent, mais en tout cas pas comme dans les référentiels de compétences collaboratives interprofessionnelles que les pays anglo-saxons ont bien su développer. Du coup, j'ai réalisé à la suite de ça une recherche qualitative pour développer ces fameuses compétences par la simulation. En fait, j'ai postulé que la simulation était un outil pédagogique qui permettait de développer ces compétences. Alors là aussi, j'ai travaillé autour du cadre théorique et notamment de la simulation qui permet vraiment la mise en perspective de l'activité puisque l'individu va avoir la possibilité de vivre
de revivre finalement des situations, mais aussi d'expérimenter des situations à venir, donc pour mieux les penser, mais aussi pour agir sur lui-même. Donc finalement, la confrontation à l'activité donc de l'individu, pour le coup ici, il s'agissait d'étudiants, dans ses possibilités, mais aussi dans ses impossibilités, c'est ce qui est intéressant ici, va permettre d'imaginer d'autres façons d'agir finalement et de collaborer dans la situation et finalement de proposer des aménagements à l'activité. Donc pédagogiquement, c'est extrêmement intéressant. Donc l'objectif, c'est donc de favoriser la possibilité de développement et d'ajustement qui touche le sujet, mais aussi l'activité dans laquelle le sujet s'inscrit. En effet, la simulation porte donc sur le travail qui se fait. C'est un instrument pour développer la capacité d'agir, le pouvoir d'agir des individus, mais aussi des collectifs, et ce, sur l'environnement et sur eux-mêmes. Donc ici, cette démarche s'inscrit vraiment dans le champ de la professionnalisation, et elle est en particulier mobilisée par la clinique de l'activité, qui vraiment a été là aussi pour nous un élément du cadre théorique absolument fondamental dans cette recherche qualitative. Donc la clinique de l'activité, je vais aller assez vite, vise donc à permettre aux professionnels d'examiner de manière répétée, comme ça, leur activité pour objectiver les tensions du métier, ça c'est important aussi, et sur la base du travail réel et pas seulement sur la base du travail réalisé. C'est tout l'intérêt de la clinique de l'activité. Donc cette mise en débat par, mais aussi sur le travail, va permettre aux professionnels impliqués dans l'histoire d'un milieu de développer leur propre expérience individuelle et collective pour développer l'histoire du métier lui-même et en faire une ressource pour penser et pour agir. Donc en montrant par cette dispute interprofessionnelle, parce que c'est ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est ce qu'on a mis en place, une vraie dispute interprofessionnelle, en montrant par cette dispute ce qui est fait, ce qui n'a pas été fait, c'est aussi ce qui est intéressant, ce qui aurait pu être fait, eh bien ça contribue à faire remonter les dilemmes de l'activité, mais aussi les potentialités non exprimées dans l'activité elle-même. Alors, nous avons eu recours à la méthode des confrontations. Nous avons donc réalisé des confrontations, des autoconfrontations simples et des confrontations collectives entre étudiants infirmiers et étudiants masseurs kinésithérapeutes pour pouvoir justement accéder et révéler l'activité à partir d'une situation de soins simulés donc entre ces individus. Alors la situation, c'était la réalisation d'un projet de soins pour faire entrer à domicile un patient tétraplégique. Donc les étudiants ont dû travailler autour de ça et donc on a vu la manière dont ils interagissaient et après ils ont discuté en regardant effectivement enfin, en tout cas, ils ont regardé la manière, ils ont commenté la manière dont ils interagissaient, et c'est ce qui a nourri notre travail. Donc, ça a permis de cerner la complexité du travail et surtout de mettre en mots le sens de l'action. C'est tout l'objectif de la clinique de l'activité. Donc ici, notre objectif était bien d'utiliser la méthode des confrontations, donc clinique de l'activité, comme outil d'acquisition des compétences collaboratives interprofessionnelles par les étudiants infirmiers et masseurs kinésithérapeutes pour repenser la formation et, in fine, bien entendu, améliorer la qualité des soins, parce que c'est quand même nos patients qui sont au cœur de ce type de dispositif. Donc l'hypothèse, c'est que les séances de formation collaborative interprofessionnelle via la simulation réflexive permettent donc de faire formaliser chez les apprenants paramédicaux des acquisitions professionnalisantes pour optimiser leurs compétences intermétiers, parce qu'on est vraiment dans l'inter, au service de l'efficience des soins. Donc, j'ai traité mes données par l'analyse du contenu des discours, par l'analyse des marques de l'affectivité comme signe justement du développement de la pensée, mais aussi l'analyse des interactions des étudiants dans leur aspect sémiologique et psychologique de la communication non verbale. Donc, ça a été un gros travail d'analyse du discours. Alors, quels ont été les résultats? Eh bien, les résultats ont montré de nombreux freins à la collaboration interprofessionnelle sur lesquels, justement, il est très important de travailler quand on fait de la pédagogie. Alors, des freins liés à la formation initiale. Finalement, le travail a montré de nombreuses connaissances des limites de compétences des autres professions. En fait, les infirmiers ne connaissent pas les kinés ne connaissent pas les infirmiers. Et pourtant, c'était des étudiants qui étaient en fin de formation initiale. Ça, c'est très clair. Aussi, une méconnaissance de la nature des connaissances des autres professions, une méconnaissance donc, des rôles dévolus aux autres professions, du vocabulaire professionnel, du manque de proximité avec les autres paramédicaux et du manque d'outils communs pour travailler ensemble.
Donc, ceci a entraîné des échanges binaires, donc entre métiers, infirmier, infirmier, kiné, kiné. Finalement, personne ne s'est jamais intéressé à ce que faisait l'autre et la communication a été très compliquée. Ça a entraîné de véritables luttes de pouvoir, mais quand je vous dis de véritables luttes de pouvoir, c'est que des fois, il a fallu limiter un petit peu on va dire, les échanges parce que c'était assez virulent, et des luttes de territoire. Non, c'est moi qui fais ça, non, c'est pas toi qui fais ça, non, c'est mon travail d'infirmier, non, c'est mon travail de kiné. Ça a été très, très virulent. Je m'attendais pas à ça, mais en tout cas, il a vraiment fallu arbitrer. Des freins liés d'autres freins donc liés aux buts individuels, puisque certains visaient des buts de résultat, d'autres des buts de procédure. Donc finalement, il y a eu une véritable impossibilité pour les étudiants de construire des objectifs et un projet commun. Ils ne sont pas du tout parvenus à travailler ensemble. Des freins liés au sens, notamment au sens et à la visée du concept de collaboration interprofessionnelle et du sens donc de l'action collaborative. Et là, certains étudiants ne se sont absolument pas engagés dans le dispositif de recherche et dans l'action collaborative. Donc, ils se sont mis en retrait et finalement, ils ont attendu que ça passe. Des freins liés au manque de confiance entre les acteurs, ça a été très très net. Ils ne sont pas arrivés à travailler ensemble parce qu'ils étaient dans la défiance totale envers l'autre profession. Et puis des freins très importants liés aux traits de personnalité, ce qui a entraîné là aussi des conflits de personnes, des tensions et des évitements. Donc ça a été un dispositif quand même assez difficile à tenir, on va dire, puisque, enfin moi je ne m'attendais pas à ça, mais ça a été assez complexe. Donc, en conclusion, donc, la simulation inscrite donc, dans cette fameuse clinique de l'activité par ces méthodes de confrontation a réellement permis aux étudiants, grâce justement aux discussions interprofessionnelles, aux étudiants donc d'exprimer de nouveaux buts. Et ces nouveaux buts font bien la preuve du développement des compétences collaboratives interprofessionnelles. Alors, pour tirer véritablement je vais y arriver, de l'éducation interprofessionnelle à l'université. Ce que montre aussi l'étude, c'est qu'il faudrait véritablement, comme au Canada, former, et ailleurs, dans les pays anglo-saxons, former des facilitateurs pour assurer des enseignements interprofessionnels. L'éducation interprofessionnelle, c'est pas encore vraiment quelque chose qui se réalise, ou alors c'est en one shot, mais c'est pas des choses qui se font réellement sur la durée. Envisager donc du coup une approche étagée et répéter des apprentissages qui seraient construits pendant toute la durée des études, et puis envisager différents formats pédagogiques, notamment en cours, mais aussi en stage. Donc là, se pose la question des tuteurs de stage, de leur formation aussi, puisqu'en général, quand on est en stage, eh bien, on ne travaille on va rarement voir ce que font les infirmiers, et les infirmiers vont rarement voir ce que font les kinés. Et du coup, c'est une problématique qu'on pourrait peut-être discuter autour de la formation des tuteurs. Et puis, il faudrait aussi travailler à la mise en œuvre d'un véritable référentiel de compétences collaboratives interprofessionnelles, mais dans le contexte français, puisque le biais, c'est effectivement la notion de contexte. Mais comme ça n'existait nulle part ailleurs que dans les pays anglo-saxons, moi, je suis allée à la source, en quelque sorte. Travailler avec des patients partenaires, donc au profil patient et au profil formateur, ça se fait énormément au Canada. Ça vient un petit peu en France. Développer l'éducation interprofessionnelle au niveau licence, au niveau master, mais aussi en formation continue. Travailler des formats d'éducation interprofessionnelle avec le social et le psychosocial, puisque les étudiants l'ont vraiment dit. Ça nous a manqué de ne pas avoir un psychologue, ça nous a manqué de ne pas avoir une assistante sociale, et c'est quelque chose qui était véritablement exprimé. Donc c'est peut-être l'une des pistes qu'on peut envisager. Et puis développer la recherche académique sur cette thématique-là, et peu à peu quand même ça commence à venir. Il y a en France de plus en plus de recherches. Nous en tout cas on le voit au niveau des étudiants à l'IFMK, il y a de plus en plus d'étudiants qui font de la recherche autour de ça. Et puis, pour relever ces défis humains, logistiques, temporaux et financiers, et on l'a vu sur un tout petit dispositif de recherche, ça a été extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Donc, on peut imaginer, en interprofessionnalité avec le social, le psychosocial, on peut imaginer le temps que ça peut prendre. Donc, peut-être qu'on peut imaginer un enseignement hybride de cette collaboration interprofessionnelle, et peut-être grâce à ce fameux référentiel socle et transversal des compétences numériques auquel on va tous devoir finalement souscrire. Et enfin, et je finirai là-dessus, il faudrait donc envisager la collaboration interprofessionnelle sous l'angle de la prise de décision fondée sur des données probantes pour la qualité des soins et au moyen de l'utilisation notamment de directives, de protocoles et de ressources sur les pratiques exemplaires, et ça de manière commune. Ainsi, les professionnels de la santé travailleraient de concert pour déterminer et évaluer les données de recherche comme base de l'identification de la prise en soin des problèmes de santé. Et les résultats de santé seraient donc constamment évalués
poursuivre l'efficacité donc et la performance des services dans ce contexte de collaboration interprofessionnelle. Donc voilà, je vous remercie. J'ai essayé de faire vite, mais voilà, merci beaucoup. Merci bien pour cette super présentation sur la collaboration interprofessionnelle. Est-ce qu'il y a des questions déjà dans l'assistance? Oui. C'est pas vraiment une question, c'est plus une réaction. Étant moi-même professionnelle de santé dans une structure hospitalière, je tombe assez dénue comme vous des résultats, puisque à contrario, c'est pas du tout ce que moi j'observe dans ma pratique actuellement. On connaît le métier de chacun, on sait réorienter le patient, on connaît la hiérarchie hospitalière. Et donc, je me dis qu'il y a quand même un espoir, soit par l'intermédiaire des stages pour qu'en effet les étudiants puissent tourner à travers ces différentes professions, soit en effet de prendre la racine du problème et revenir à l'IFMK et les IFSI et les écoles de médecine, etc. pour travailler ensemble. Mais, alors moi je prône beaucoup le modèle canadien. Alors vous allez me dire que je suis un peu obsédée par ça, mais en tout cas ce sont les sources à partir desquelles j'ai travaillé, donc c'est vrai que je connais bien le système. Il n'empêche que dans ces pays-là, il y a vraiment une formation, enfin une véritable éducation interprofessionnelle où on prend en première année, en tout cas il y a des modules dans lesquels toutes les professions travaillent ensemble autour des représentations, autour des stéréotypes, autour des rôles des uns et des autres. Mais moi j'observe beaucoup que les étudiants ne se connaissent très peu, en tout cas connaissent très peu les fonctions des uns et des autres. Et juste une petite précision, nous on a vraiment mis à Nice en place la collaboration interprofessionnelle, mais de façon active, puisque nul n'est parfait, et moi je dois quand même vous confesser que je suis infirmière en fait. Donc ça veut dire que la composante universitaire niçoise a accepté qu'une infirmière travaille comme directrice pédagogique d'un IFMK. Ce qui est quand même, il a fallu le vendre. Hein. Je vous avoue que ça n'a pas été simple, mais que c'est extrêmement bienvenu auprès des étudiants, puisque je donne des enseignements, hein, tout ce qui n'est pas cœur de métier. Ça veut dire que voilà, c'est assez facile pour moi et franchement, je ne vois absolument aucun frein à ce qu'on travaille beaucoup plus ensemble pour le bien-être des patients. Hein. Ça me paraît être fondamental. Moi, juste. Allez-y. Oui, non, pardon. C'est très intéressant et moi je suis pas vraiment étonnée par vos résultats parce que là où je travaille, je suis kiné à Lyon et je me bats pour ce que vous dites et en fait c'est vrai, c'est très fonction des personnes, les mentalités et l'envie de travailler ensemble ou pas. Et cette peur que vous décrivez, c'est ce que je me prends souvent comme réflexion, c'est cette peur qu'on va prendre le travail de l'autre. Alors que tout le monde a envie de la même chose pour le patient, mais c'est très difficile et il y a eu des périodes dans ma carrière où ça a été quasiment impossible et d'autres parce que les intervenants en face changeaient où ils étaient dans la même envie de travailler ensemble où ça a été possible et c'est un vrai combat du quotidien pour essayer d'avoir ça et je trouve effectivement j'ai pas eu cette idée de me dire comment c'est une formation initiale, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire là-dessus et effectivement alors, il y a eu le service sanitaire, hein, il y a le service sanitaire, mais bon, tout le monde sait comment le service sanitaire fonctionne. Et là aussi, on sait très bien que d'un endroit à l'autre, on n'est pas forcément en interprofessionnalité. À Nice, on l'a vraiment mis en place en interprofessionnalité, mais c'est compliqué, c'est lourd, c'est ce que je disais. Il faut trouver les moyens aussi de faire ça. Il faut la volonté des gens aussi. Oui. Je vous ai parce qu'il y a plein de questions, alors que j'ai en retard, mais j'aimerais quand même vous en poser une. Vous avez parlé des patients partenaires, il y a aussi les claridants, etc. Oui, bien sûr. Un certain nombre de fonctions qui se développent aujourd'hui du côté soit des patients, soit des personnes accompagnées dans le social et le médico-social. Et puis justement, ce sont souvent des personnes qui ont envie de développer la collaboration avec les professionnels. Ce que je trouve que votre propos apporte, c'est que ça permet d'élargir un problème et de montrer que ce n'est pas un problème entre patients, personnes accompagnées et professionnels, mais que c'est beaucoup plus vaste que ça en fait. Oui. C'est des tensions entre fonctions et chaque fonction ayant a priori ses prérogatives, ses compétences, son territoire, enfin des choses de ce type-là et qui rendent l'articulation difficile. Est-ce que dans le cadre de votre pensée d'une pédagogie interprofessionnelle, vous avez imaginé d'introduire justement les fonctions du côté des patients et des personnes accompagnées? Oui, alors à Nice, on est en train de développer ce qu'on appelle le Yes Collab.
Voilà, en gros, c'est ça. Bon, nous, on y a participé au début et puis c'est un peu lourd. Et en fait, ils sont en train de mettre en place de l'éducation interprofessionnelle, des modules d'éducation interprofessionnelle. C'est vraiment tout nouveau, c'est en train de se mettre en place. Alors, c'est un groupe de travail, en fait, qui est à l'université. Et dedans, de fait, les patients partenaires seraient intégrés. De fait. Mais là aussi, ça entraîne des luttes de territoire. Alors, pas à Nice, hein, je ne vous parle pas de Nice, mais dans la littérature, moi, j'ai lu beaucoup de choses par rapport à ça. C'est-à-dire que les luttes de territoire, ce n'est pas effectivement contre professionnels, mais parfois les professionnels disent oui, mais les patients partenaires, ils vont nous prendre notre travail aussi. Donc la frontière est très très difficile à accepter pour tous. Merci en tout cas, merci pour cette belle intervention. Merci à vous.